Donc, je vous propose de continuer notre voyage dans l'intelligence collective en voyant ensemble comment celle-ci est utilisée en entreprise. Je vais fermer le sondage. Voilà. Alors, il existe 7 points clés à respecter pour favoriser l'apparition de l'intelligence collective en entreprise. D'après vous, utilisez le chat et dites-nous un peu quels sont les points clés qui favorisent l'émergence de cette intelligence collective en entreprise. Hop, je vais agrandir un petit peu le chat. Alors, le respect. Ah, il y a Christian qui nous disait bonjour. Bonjour Christian. Donc on a le respect, l'écoute, la liberté d'expression, la collaboration, l'écoute et les objectifs compris. Très important cette partie d'objectifs aussi. Sinon on ne sait pas où on va. Le respect qui revient à nouveau, le respect d'autrui. Il n'y a pas de mauvaise idée, exactement. La seule mauvaise idée, ça serait pas de partager ses idées. Les savoirs de chacun, ok, on est pas mal. La reconnaissance, exactement. Alors c'est une notion qui va être intéressante parce que on est vraiment sur une reconnaissance qui doit être altruiste, hein, et pas sur une reconnaissance euh, pécuniaire, parce que sinon ça risque de détourner le système. Donc l'écoute et le respect de la parole, on a cette notion de respect qui vient souvent, la valorisation, hein, valoriser, remercier, féliciter quand on a des idées qui émergent, hein. Complémentarité des individus, exactement très important aussi pour avoir de la richesse dans le groupe, avec la valorisation des compétences de chacun, nous dit Hélène. Adopter un langage commun, donc là on est sur la partie normative, standardisation, pour avancer dans la même direction, l'objectif commun, compris de tous, et c'est top, super, là on a vraiment un large panel de points clés. C'est parfait. Alors, je vais vous proposer un peu les 7 points clés qui peuvent favoriser cette intelligence collective. Donc, le premier, on va avoir l'identité. Donc, l'identité, c'est-à-dire que les personnes qui constituent ce groupe doivent partager des valeurs communes pour avoir envie d'avancer ensemble. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, un espace de partage, un espace commun qui va permettre les interactions avec chaque acteur et avec leur identité. Donc à quoi ça vous fait penser ça, cet espace de partage, cet espace commun? Eh bien, l'espace d'interaction dans l'entreprise. Et merci Philippe, exactement. On est sur ce qu'on avait vu au webinaire 3, il me semble, la partie de management visuel de la performance dans l'entreprise. Donc vous verrez que ce lien entre l'intelligence collective et le MVP ne s'arrête pas uniquement à cet espace commun. Ok, ensuite, on va retrouver un contrat social, alors c'est-à-dire un ensemble de normes, de valeurs, d'objectifs communs qui vont caractériser le groupe, les règles qui vont rythmer la vie sociale. C'est tout ceci qu'on va retrouver également dans cet espace de partage. Donc ce que nous disait RC tout à l'heure avec adopter un langage commun, avancer dans la même direction, c'est ce qu'on va retrouver dans le contrat social. Ensuite, un environnement en constante évolution. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise qu'on a vécue, c'est un point qui est bien mis en avant. Mais même avant ça, nous étions déjà dans un environnement qui évoluait rapidement, constamment, et ça va continuer. Donc pas d'inquiétude, ce point-là va être respecté pour la suite. Ensuite, ce qu'on appelle un objet lien. Un objet lien, c'est ce qu'un groupe souhaite obtenir. Si on prend un groupe de néandertaliens, l'objet lien, ça va être le mammouth qu'on va chasser pour pouvoir manger. Dans une entreprise, ça peut être pour une équipe d'opérateurs en industrie, un nouveau record de sécurité avec le moins d'événements accidentels. Donc ça va être ce qu'ils vont se fixer comme objet lien. Pour une équipe commerciale, ça va être un nouveau contrat, etc. Donc on peut transformer ce terme d'objet lien en objectif. Ok. D'où l'importance, hein, et vous l'avez dit dans le chat, de bien définir ses objectifs. Car sans cela, vous ne récolterez pas les fruits de l'intelligence collective de l'équipe. Une organisation apprenante. Encore un lien avec le MVP.
et les méthodologies de résolution de problèmes à mettre en œuvre. En effet, l'équipe, dans son espace de partage, va prendre conscience de problématiques grâce à la bonne définition de ses indicateurs, de ses objectifs, et ainsi va pouvoir réfléchir ensemble à la résolution des nouveaux problèmes qui apparaissent. Ensemble, ils vont donc apprendre ce que les Québécois appellent le PBL, le Problem Based Learning, l'apprentissage par le problème. C'est quelque chose qui est très efficace, très performant si on a réussi à mettre justement toutes ces notions précédentes en musique. Et enfin, donc là, tac, 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 valoriser, la reconnaissance, la valorisation, hein, on est dans ce que Philippe Noubel appelle l'économie du don, c'est-à-dire une action altruiste qui va ramener une récompense à la personne qui génère cette action. Donc là, je vous mets un petit point de mise en garde parce qu'il y a un vrai risque si les actions ne sont pas altruistes mais visent à recevoir une récompense. D'accord? Alors là, l'intelligence collective peut se retourner complètement contre le système et le dénaturer pour en tirer profit. Je vais vous donner un exemple. En début de carrière, je travaillais chez Péchinet, qui a malheureusement disparu depuis, et nous avions un système d'amélioration continue basé sur l'intelligence collective qui s'appelait la boîte à idées. Donc chacun pouvait alimenter, mettre des idées dans des domaines différents de notre métier, hein, parce qu'on était déjà payé pour notre métier propre, donc on n'allait pas recevoir des primes pour des idées en lien avec notre métier. Et si c'était validé, ben, il y avait des primes qui étaient distribuées. Et les récompenses étaient tellement alléchantes pour les individus que ils ont détourné le système et ils se sont mis ensemble. Un technicien maintenance transférait ses idées à un opérateur de production et ils se partageaient les primes par la suite. Donc voilà sur ce que je voulais un peu dire sur cette partie attention à la manière de valoriser l'intelligence collective pour ne pas déclencher ce type de détournement. Ok? Donc voilà pour les 7 points clés de la mise en place d'un système qui permet de faire émerger cette intelligence collective en entreprise. Donc maintenant, ça va être à vous de travailler un petit peu. Donc, il n'y a pas de recette magique hein, pour créer une intelligence collective, mais nous voyons qu'avec la crise du Covid-19, on a un contexte complexe qui est apparu, et cette intelligence collective a émergé un peu partout dans le monde, et notamment du côté des chercheurs qui travaillaient sur les vaccins. Une plateforme comme Just One Giant Lab, qui a permis à des milliers de chercheurs de par le monde de partager des résultats de leurs recherches, et également d'agréger des compétences complètement diverses et variées euh, pour permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc là, la carte que je vous ai mise, c'est un peu l'ensemble des compétences qui étaient présentes sur Just One Giant Lab et qui a permis des milliers d'échanges avec des liens qui se sont créés entre les différentes compétences qu'on pouvait retrouver. Donc il y avait forcément les compétences qui étaient axées sur la santé, mais on voit aussi des designers de jeux vidéo, on voit du web développement, on voit des sciences sociales, etc. Et c'est ça qui a fait un peu la richesse de cette plateforme. Et aujourd'hui, on voit que 90% des publications scientifiques sont réalisées par des équipes et plus par des experts seuls comme on pouvait le voir avant. Et nous avons aussi, donc avant la crise, hein, pas mal d'exemples du côté de l'informatique, avec notamment les open scripts qui permettent à des individus de créer des logiciels libres qui peuvent concurrencer les logiciels professionnels. Ok? Donc là, tout ça, c'est de l'intelligence collective hein, qui existe sur la toile. Alors à vous un peu de jouer par rapport à tout ce qu'on a vu, les 7 points clés, etc. D'après vous, qu'est-ce qui motive ces développeurs à créer des logiciels pour lesquels ils ne seront pas rémunérés? Je vous ouvre la fonction tracée et je vous laisse écrire dans le carré ici les raisons qui font que des centaines de personnes travaillent ensemble. Ok? Allez-y, à vous de jouer. Alors vous avez le chat hein, également pour vous exprimer. La reconnaissance des pairs, exactement. Très bien. Un challenge personnel, tout à fait. Se faire connaître, exact. Hop, l'altruisme.
c'est une excellente raison. Répondre à un vrai besoin. Merci Aurore, oui tout à fait, ça peut être un besoin, qu'on souhaite, faire, enfin, auquel on souhaite répondre parce que, la réponse n'existe pas, heu, sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donner du sens à ce qu'on fait. Alors ça, c'est très important. On voit avec les nouvelles générations, X, Y, Z, alors je ne sais plus à quelle génération on est arrivé maintenant, mais que cette quête du sens, est vraiment importante pour la nouvelle génération. Faire quelque chose de nouveau, oui, tout à fait. Sortir un peu de la boîte, hein, comme on disait tout à l'heure, merci Dorian, être le plus éthique possible. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on va retrouver aussi cette notion d'aller atteindre un but, hein, pour les personnes. Intégrer ces valeurs dans le développement, exact. On retrouve encore cette notion de bien commun. Merci RC. OK, et Anne-Sophie nous dit: «Obtenir les réponses de tous partout dans le monde permettant d'avoir des réponses selon l'endroit où on habite». D'accord, donc faire un peu jouer, les connaissances de chacun, quel que soit, l'environnement social, sociétal, hein, des individus. La mutualisation des infos, oui, on voit qu'aujourd'hui ça permet des petites révolutions, cette mutualisation des infos. La coopération, OK. Bon, et bravo à tous. Merci pour ce partage, hein, c'est top. Brainstormer, oui. Allez, je vous propose, hein, d'échanger sur cet exemple. Alors je coupe la fonction tracée. Tac, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce qu'on a retrouvé, hein, dans ce que vous nous avez dit, hein, c'est cette notion de valeur, hein, qui va regrouper les personnes, qui va leur donner envie de travailler ensemble. Donc là, on est bien sûr sur la partie identité, le premier des 7 points clés. Ensuite, on a, alors ça, je ne sais plus si vous me l'aviez dit ou pas, mais on a la partie espace de partage, hein, avec, les plateformes d'OpenScript qui permettent de rendre visible l'ensemble des sources pour tout le monde en même temps, avec le même niveau d'information. Donc c'était la partie mutualisation des infos, coopération, et cetera. Ensuite, on va retrouver le contrat social avec, les normes de développement, les codes sources, le langage qui devient propre à cette équipe. L'environnement en constante évolution. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'échanger plus que ça, on est vraiment dans un environnement qui évolue beaucoup. Sur la partie objet lien, ici on peut imaginer qu'on est face à ce qu'on peut appeler un objet monstre, c'est-à-dire une peur à combattre, comme par exemple la toute-puissance d'une firme qui pourrait contrôler l'ensemble des ordinateurs de la planète. Donc pour certains, ça peut être aussi un objet art, c'est-à-dire la volonté de créer pour la beauté de la création. Donc là, selon les personnes, selon leurs valeurs, on va avoir un objet qui, dans ce cas, peut être un petit peu différent. Euh, L'organisation apprenante, donc ça vous en avez parlé également, le principe que c'est le principe même du développement en open source, hein, où les gens vont échanger, mettre en phase leur code source, demander de l'aide, continuer à apprendre, etc. Et enfin, donc l'économie du don, hein, où on a des développeurs qui se sentent valorisés de participer à un projet, ils en retirent des bénéfices, comme le développement des compétences, mais il y a aussi cette notion de grade, hein, sur ces plateformes, où ils peuvent passer du novice à maître développeur, etc. Et ils réalisent tout ceci de manière complètement altruiste. C'est parfait. Merci pour ce défi parfaitement relevé. Vous avez su décoder une intelligence collective qui fonctionne, dans notre monde. Donc c'est top. On a bien mis en application ce qu'on avait vu juste avant. Donc maintenant que nous savons reconnaître les clés d'une intelligence collective efficace, nous allons nous projeter en entreprise pour illustrer par l'exemple ce que nous venons de mettre en place. OK, avec un petit organiseur, que je vous ai préparé. Mais pour commencer, ce qui peut être intéressant, c'est que je vous présente le cas d'une entreprise qui a mis en place une intelligence collective, par une petite vidéo. Et ça tombe bien, c'est que j'y avais participé en plus, hein, dans ma carrière précédemment. Donc je vous
partage cette petite vidéo qui dure un petit peu moins de 4 minutes et ensuite on débriefe ensemble. OK? J'espère que le son ne sera pas trop élevé. Allez, c'est parti. Le management autonome de la performance et du progrès, MAP, prolongement ambitieux des organisations responsabilisantes de niveau 2. Et au fait, qu'est-ce que le management autonome de la performance et du progrès? C'est la fusion du système de management quotidien de la performance, MQP, et d'un modèle de management des personnes et des équipes fondé sur l'autonomie, propre à libérer les énergies et susciter l'engagement de tous. Les acquis des OR2 sont tous conservés, mais nous cherchons à aller bien au-delà. Parce que nous faisons confiance à tous les opérateurs, parce qu'ils sont mieux formés et habilités à s'organiser pour résoudre la plupart de leurs problèmes de façon autonome, leur travail gagne en intérêt, l'usine devient plus agile et la performance s'en trouve dopée. Le MAP, c'est l'idée de faire passer Michelin de l'entreprise comment, dire ce que l'on doit faire et comment les équipes doivent le faire, à l'entreprise pourquoi, dire ce qu'il faut obtenir et laisser les équipes décider des voies et moyens. Tout cela dans un cadre défini par l'équipe en fonction des orientations reçues et les procédures opérationnelles standards, gage d'efficacité. Le MAP, c'est donc une usine engagée où les ouvriers vivent mieux leur travail, un autre moyen de faire changer la couleur de nos indicateurs. Découvrons ensemble le chemin ouvert par les démonstrateurs MAP sur l'autodirection des équipes et construisons ensemble l'usine de demain. Pour développer ce nouveau concept de management, 38 îlots de fabrication dans 18 usines partout dans le monde sont devenus des laboratoires de recherche de solutions innovantes. Ils visent à mettre en œuvre les processus qui structurent l'activité de l'îlot de la façon la plus autonome possible par rapport aux responsables d'îlot d'une part, aux services support d'autre part. Dans l'usine de demain, les rôles évoluent et le leadership est partagé. Les opérateurs réalisent leur auto-évaluation et la partagent avec leurs managers, individuellement et en équipe. Ils évaluent également l'état de leur îlot. De leur côté, les managers reçoivent un feedback de leur équipe, par exemple via l'enquête 180 degrés. Le rôle du RI évolue. C'est un membre de l'équipe. Il prend en charge le management des personnes, en particulier leur développement et la gestion individualisée des carrières en liaison avec le gestionnaire de personnel. Il observe et coach pour développer sans cesse les bonnes stratégies de jeu et les aptitudes collectives propres à repousser les limites de l'autonomie. Il identifie ce qui limite l'équipe dans son autonomie et propose des leviers. Il fait confiance à ses agents et les laisse proposer et mettre en œuvre leurs solutions. Il peut se recentrer sur d'autres tâches tout en restant le garant de la performance de l'îlot. Le passage au MAP représente une transformation majeure et complexe. C'est un défi, un véritable bouleversement de nos habitudes. Mais ce management fondé sur l'autonomie et la libération des équipes apportera des gains insoupçonnés pour l'entreprise. Parce que c'est un outil précieux de mobilisation, de bien-être, de développement personnel et d'épanouissement pour l'ensemble des équipiers. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Et voilà pour cet exemple concret de mise en œuvre d'une organisation visant à développer l'intelligence collective. Vous m'avez reconnu sur la vidéo ou pas? Non, c'est normal, on ne me voit pas. Mais j'avais participé à son développement au sein de l'usine de Cholet. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette vidéo? N'hésitez pas à lever la main, à utiliser le chat si vous souhaitez des précisions sur la mise en place de cette organisation visant à développer l'intelligence collective. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent dans le chat. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le micro. Alors, ça semble un projet d'entreprise plus que d'atelier. Exactement. C'est vraiment un projet qui était porté par la direction Global Group. Et ils ont utilisé des ateliers pour
pour être les laboratoires. Hein. L'idée, c'était vraiment, le point important, hein, c'était le passer du comment à pourquoi. Donc c'est pas comment on va faire, mais pourquoi on doit le faire et comment les équipes vont réussir à se mobiliser pour y arriver. Les réactions des équipes, alors au début, forcément, il y a eu pas mal de craintes. Hein. Et je dirais même qu'il y a eu plus de craintes de la partie management que de la partie opérateur. Parce qu'on va perdre un peu de notre pouvoir de manager en laissant les équipes définir elles-mêmes comment elles vont, par quel chemin elles vont passer pour obtenir les résultats. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors concernant la boîte aux lettres 180 surveille, eh bien, c'était un formulaire avec toute une liste de questions sur la qualité du management, on va dire, au sein de l'îlot, au sein de l'entreprise, etc. Et les opérateurs faisaient comment dire, remplissaient ce questionnaire de manière totalement libre et anonyme, et ça permettait de voir si le système fonctionnait réellement. La partie anonymat était importante. Ensuite, alors la dernière image avec les apports concrets, alors là je ne peux pas vous la passer comme ça, mais en apport concret, on recherchait des apports sur la performance économique de l'îlot, avec des gains en TRS, de la baisse de non-qualité, l'amélioration de la sécurité également, voilà, tous des points qu'on peut mesurer de manière très factuelle au sein du MVP. Et Dorian, alors combien de temps pour développer ce type d'organisation? Alors, il a fallu quasiment 1 an aux équipes pilotes pour créer un peu les bases de cette organisation qui ont favorisé l'intelligence collective. Mais bon, il faut savoir qu'on était quand même dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est normal aussi que ça prenne plus de temps. Sur une entreprise plus restreinte, avec une centaine d'opérateurs, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Et ça dépend également du niveau de maturité des personnes qui participent à cela. Est-ce qu'on passe d'un management qui était paternaliste, où tout venait de la tête et descendait, ou est-ce qu'il y avait déjà de la collaboration, du participatif dans l'entreprise? Donc ça va aussi modifier la rapidité auquel cette nouvelle organisation va pouvoir émerger. Hein. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé chez Michelin, c'est que ça a très bien fonctionné jusqu'en, je dirais, 2015-2016. Mais par la suite, il y a eu pas mal de turnover au sein des managers qui ont évolué, ou qui sont partis vers d'autres cieux. Mais dans le même temps, il y a eu une baisse de la formation pour les managers, qui étaient des facilitateurs pour cette organisation. Et sans le facilitateur qui donne le cap et qui permet à l'équipe de performer, eh bien, l'organisation périclite. Donc là, ils sont en train de retravailler justement chez Michelin pour relancer un peu la démarche, parce que malheureusement, en baissant cet investissement de formation, eh bien, ils ont perdu les bénéfices. Ok, allez, je vous présente maintenant une méthodologie en 5 étapes pour mettre en œuvre votre organisation d'intelligence collective. Alors, tout d'abord, par rapport à ce qu'on vient d'échanger juste avant, hein, un point qui est extrêmement clé, c'est de former des facilitateurs. Donc un facilitateur va faire fi de la hiérarchie et il va écouter les initiatives individuelles. Il va savoir réagir, valoriser les idées proposées. C'est ce qui est indispensable pour susciter l'engouement des équipes. Et il aura également le rôle de capitaine, au sens où il devra garder le cap sur l'intention initiale, tout en étant attentif et ouvert à ce qui peut émerger de nouveau et de totalement inattendu. Hein, il suit le mouvement collectif en jouant le rôle de miroir. Vous êtes en train d'aller par là, est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? C'est ce qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez, etc. Donc, il questionne. Hein. Et il soutient la créativité individuelle et collective sans avoir d'attente préalable sur le résultat. Okay, donc ce rôle est clé dans l'organisation, favorisant l'émergence de l'intelligence collective. Ensuite, il faut définir l'objectif à atteindre. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la technique SMART ou encore la critique constructive par le questionnement. Hein, comme disait Einstein, au sujet de l'importance du questionnement,
Il disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie en dépendait, je passerais 55 minutes à déterminer la question à poser et une fois que je l'aurais fait, je pourrais résoudre le problème en 5 minutes. Donc, rappelez-vous, hein, l'importance de l'objet lien, c'est le ciment de la démarche. Il faut bien définir son objectif pour que les gens soient complètement alignés, et réfléchissent dans le même sens. Ensuite, eh bien, il faut former les équipes. Alors, quand je dis former les équipes, c'est à la fois au sens de la constitution de l'équipe. Donc le mieux, c'est d'inviter les personnes à participer. Donc ça veut dire qu'elles peuvent refuser, et ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. Et il faut également les former au sens de l'éducation. Hein. Cette étape est également indispensable afin qu'ils adoptent un langage commun et qu'ils avancent dans la même direction. Ça répondra aux points clés sur le contrat social. Et d'ailleurs, lors de nos chantiers qu'on mène chez Elite, nous formons rapidement les équipes afin qu'elles parlent toutes le même langage. Et ça permet aussi de les rassurer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a la pyramide du lean avec le premier niveau, les white belts, donc qui sont les opérateurs, les deuxièmes, les yellow belts, etc. Et assez rapidement, dans nos projets de transformation, on va former les équipes pour qu'elles soient bien alignées. Ensuite, on va créer la zone d'échange, la zone de partage et de communication qui va mettre en avant les informations clés pour l'ensemble de l'équipe. Partager les informations. C'est vraiment l'engrais de la démarche. Hein. Donc pour ça, il faut avoir une zone qui soit sexy, qui donne envie d'approcher, qui donne envie d'aller chercher l'information. Donc là, il ne faut pas hésiter à investir sur cette zone, car elle représentera physiquement la démarche. Donc il faut montrer au travers de ce management visuel les avancées, ainsi que les problèmes à résoudre. Tout ce qui est important pour la démarche doit être visible. Si c'est pas important, c'est pas visible. Si c'est important, c'est visible. Donc n'hésitez pas à investir du temps, un peu d'argent là-dessus, pour que ça soit vraiment l'élément représentatif de votre démarche. Et enfin, félicitations. Il faut être orienté action. Donc pour ça, il faut mobiliser les équipes autour d'actions simples, rapides, des boucles courtes, qui permettent les initiatives individuelles et surtout féliciter à chaque fois que les gens participent et permettent d'atteindre le résultat. Ok, donc voilà le résumé de cette démarche en 5 étapes. Alors, maintenant que nous avons les bases pour mettre en place une démarche d'intelligence collective, nous allons illustrer cela par un exemple en entreprise imaginaire. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise Miel Eco. Alors, l'entreprise Miel Eco produit, conditionne du miel et ses produits dérivés sous toutes ses formes. Donc, depuis plusieurs années, avec la baisse du nombre d'abeilles qui rend la production de plus en plus compliquée, le fondateur de l'entreprise se questionne et il souhaite modifier le fonctionnement de sa boîte afin que celle-ci soit durable et permette à chacun de proposer et d'appliquer ses idées. De plus, avec la crise du Covid, ça a convaincu le fondateur qu'il fallait mettre en place une organisation agile qui permettra de surmonter les crises à venir. Il fait donc appel à Elite pour mettre en place cette nouvelle organisation. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous faites partie de l'équipe d'Elite et on va créer ensemble la feuille de route de l'intelligence collective de Miel Eco. Donc nous avons vu les 7 clés de l'intelligence collective, ainsi que les 5 étapes de déploiement. Et ensemble, nous allons proposer notre feuille de route pour permettre de mettre cette organisation en musique. Donc le support sur lequel nous allons travailler se présente sous la forme suivante. Ah, il y a RC qui nous quitte. Merci pour ta participation RC et à très vite. Donc voici le support sur lequel nous allons travailler. Et en parallèle, je vais également vous mettre les fichiers que nous avions vus. Voilà, avec les 5 étapes et les 7 points clés que vous pouvez télécharger. Donc, j'ai positionné là sur ce support 7 étapes. Alors j'ai mis ça complètement au hasard, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 10. On se débrouillera, on écrira plusieurs étapes par case si besoin. Nous allons préciser pour chacune des étapes en quoi consiste cette étape, okay, avec la colonne quoi. Puis comment nous allons la réaliser, avec la colonne comment, pourquoi cette étape est importante,
et les outils, si nous en connaissons, qui pourront nous aider à réaliser cette étape. Donc je serai votre facilitateur durant cette activité et je représente également le client si vous avez des questions. Alors, activez votre micro pour pouvoir échanger librement et on utilise également le chat et passer. Alors, c'est parti pour 12 minutes d'échange. Qui veut commencer sur l'étape 1? On pourrait peut-être déjà commencer par expliquer le pourquoi, mettre en évidence le pourquoi et le partager auprès de tous les membres de l'entreprise ou de l'équipe. Alors, juste une petite précision pour que ça soit plus simple pour l'échange. Activez votre micro uniquement lorsque vous intervenez. Comme ça évitera d'avoir les échos. Ok. Donc il me semble que c'était... qui a proposé le premier point? Était-ce Philippe? Oui. Ok, donc tu disais? On va commencer par aligner un peu tout le monde, leur expliquer ce qu'on veut faire, expliquer à toute l'entreprise, voilà, un problème avec les abeilles, et il va falloir qu'on se mette ensemble autour de la table pour donc expliquer le pourquoi de cette mise en place de la démarche d'intelligence collective. Parfait. Donc on est sur donner du sens à la démarche. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors comment? Peut-être en réunissant l'ensemble de l'entreprise, en leur distribuant des informations, un petit flyer, un petit bilan, une petite vidéo sur la disparition des abeilles, des choses comme ça. Le but étant, Ok, le donc pourquoi étant réunir l'entreprise et partager les points qui font peur, quoi. Enfin, les points qui font peur, ce qui se passe avec les abeilles. donc rassurer également en prenant conscience du problème et en expliquant qu'on va chercher des solutions. On va se retrousser les manches. Ok, très bien. Tout à fait. Et donc les outils, tu proposais des vidéos, des flyers, des réunions, etc. pour donner de l'information. Exactement. Ok, ça me semble top ça comme première étape. Parfait. Alors une fois qu'on a donné du sens à la démarche, qu'est-ce qu'on va réaliser? Alors, vous pouvez utiliser le chat aussi si vous voulez, pas de souci. Ah, je vois qu'Aurore est en train d'écrire. Définir les règles du jeu. Ok, donc dans le quoi, on va définir les règles du jeu. Les règles du jeu, comment? En présentant la roadmap, ok. Ok, donc on va donner du sens, on va expliquer encore une fois par quelles étapes nous allons passer. Ok, on est en train d'écrire. Alors, sur cette deuxième étape là, de définition des règles du jeu, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, d'après vous? Alors, Dorian me dit définir les objectifs à atteindre. Exactement. Je vais le mettre avec une définition des règles du jeu. Hop, définir les règles des objectifs à atteindre, oui, merci. Alors pourquoi? Pour gagner en efficacité, pour Anne-Sophie.
Et aussi peut-être pour mettre tout le monde dans le même sens, pour éviter de se disperser. Exactement, donc aligner les acteurs. Être efficace, c'est ça. Pour que le cadre soit respecté. Donc on présente en effet ce cadre. Alors ça c'est important de parler de cadre, parce que souvent, donc on est un peu dans une démarche de, vous avez dû en entendre parler, entreprise libérée, etc. Et souvent ce qui fait peur et ce qui empêche que ces démarches fonctionnent bien, c'est que sans cadre, eh ben, les gens sont un peu perdus. Et on va avoir l'effet inverse à celui recherché. Donc l'importance du cadre est clé dans ce genre de démarche. Ok, donc je le rajoute dans le pourquoi. Donc c'est pour que le cadre soit respecté. Ok, super. Hélène nous mettait proposer des ateliers en sous-groupe pour permettre à chacun de s'exprimer, rayon de travail pour mieux se connaître. Ok, donc ça, ce sont les outils qui vont pouvoir être utilisés, donc aussi bien hein, sur l'étape 1 que sur l'étape 2. Merci Hélène, c'est parfait. Bon, c'est pas mal. Donc là, on a donné du sens à la démarche, on a rassuré, on a présenté les étapes par lesquelles on allait passer, on a défini nos règles du jeu, les objectifs à atteindre. Très bien. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait ensuite en étape 3 pour commencer à initier cette organisation qui va favoriser l'émergence de l'intelligence collective? On pourrait identifier les facilitateurs qui vont dérouler Exactement. la démarche, ou les réunions, ou les... Identifier les facilitateurs. Donc là, on est vraiment sur un rôle clé hein, de cette démarche, comme vous l'avez compris. Ce sont les personnes qui vont faire en sorte que les règles, le cadre, etc., tout soit respecté, et rassurer aussi les équipes au fur et à mesure de la démarche. Parce que bon, forcément, vous vous doutez que cette démarche, elle ne va pas se faire toute seule, qu'il y aura des hauts débats, et donc qu'il faudra pouvoir rassurer quand des fois les résultats ne sont pas là et qu'on a besoin de se réinventer. Hein, okay. Donc ces facilitateurs, hein, c'est vraiment important. Et comment est-ce qu'on va faire pour les identifier, ces facilitateurs? Alors je vois que Dorian est en train d'écrire. Sophie également. Alors en leur demandant leur volonté d'implication, d'accord, donc on laisse le choix selon les compétences. Donc on est sur un libre choix de participation, hein, ce que je comprends. Hop. Ok, selon les compétences de chacun. Alors selon les compétences de chacun, oui. C'est également vrai lorsque l'on va être amené à constituer l'équipe. Et très bon résumé de Aurore qui nous dit volontariat cadré par rapport aux compétences. En effet, en sachant qu'il faut aussi prendre un petit peu de risque hein, dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qu'on ne voyait pas sur ce genre de rôle, mais ça peut aussi être l'opportunité de faire émerger des compétences, permettre à des gens de se développer. Donc il faut garder cette ouverture d'esprit. Ok, parfait. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette partie d'identification des facilitateurs dans l'étape 3 de la démarche? Alors Dorian, si personne n'est intéressé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repart à l'étape 1, parce que c'est qu'on n'a pas su créer les attentes auprès des personnes de l'entreprise. Donc c'est que l'étape 1 et l'étape 2 n'ont pas été réalisées correctement. C'est des étapes qui sont très importantes pour donner envie
au personnel de s'engager dans la démarche. Alors d'après vous, pourquoi est-ce qu'on fait cette étape 3? Donc, pour avoir des facilitateurs pour la réussite du projet. Merci Anne-Sophie. Et j'ajouterai pour avoir nos capitaines, quoi, hein. Comme je vous le disais, c'est ceux qui vont vraiment être garants de la réussite du projet, en permettant aux équipes d'être rassurées sur ce qu'ils réalisent, etc. Donc c'est vraiment clé. Identifier les personnes qui vont aider les équipes à être autonomes, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est important de dire que ces facilitateurs sont bien là pour garantir l'autonomie de l'équipe. On n'est pas sur un chef d'équipe, on est plutôt sur une notion de leader, de coach. Ce terme de facilitateur est important. Ok, top. Alors, ensuite, bon, je pense que là on est pas mal sur l'étape 3. Nous avons présenté, on a donné du sens, on a des facilitateurs. Étape suivante. Qu'est-ce qu'on réalise? Donc là, on va dire qu'on a fait une partie des fondations, hein. On est pas mal au niveau des fondations. Bah, du coup, il va falloir les former à leur rôle. Exactement. Former les facilitateurs, et je rajouterai même sur la même étape, former les équipes. Alors, Dorian nous dit définir l'endroit où se à la démarche. Oui, Philippe, on t'écoute? Oui, je disais par rapport à la démarche que tu nous as présentée, finalement la définition de l'objectif, on considère qu'on l'a déjà faite quand on a commencé à réunir tout le monde pour donner du sens à la démarche. On considère que définir l'objectif, c'est un peu définir l'objectif de chaque équipe, le sous-objectif en fait, un peu de chaque équipe qui va travailler sur le sujet. Ton point numéro 2 dans la roadmap. Oui, exactement. En sachant que, c'est ça, c'est le point numéro 2, définir les objectifs à atteindre, en sachant que derrière, lorsque vous aurez les facilitateurs, les équipes, etc., il y aura cette phase où, avec l'équipe, on va reprendre les objectifs et on va vraiment faire un travail d'appropriation. Okay. Vous savez, quand on a parlé lors du web atelier du MVP, de la différence entre l'indicateur de résultat et l'indicateur de processus, là, dans l'étape 1 et 2, on a donné l'indicateur de résultat. Donc, dans le cas présent, je ne sais pas, ça sera un indicateur de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et une fois qu'on est dans l'équipe, on va poser la question à l'équipe, nous, en tant qu'équipe, comment allons-nous participer à l'atteinte de ce résultat? Donc, quel est le processus que l'on doit monitorer, améliorer pour pouvoir atteindre le résultat global de l'entreprise? Donc ça sera aussi un petit travail à réaliser avec les équipes pour que les indicateurs qu'ils vont suivre par la suite soient vraiment des indicateurs sur lesquels ils aient des actions au niveau de l'équipe, hein. Il faut qu'ils soient vraiment acteurs de cet indicateur. C'est une très bonne question, merci Philippe. Alors, sur le comment former les facilitateurs, comment former les équipes, comment vous feriez vous? N'hésitez pas avec le chat ou directement la fonction tracée. Ah bah voilà, merci. L'organe. C'était la seule bonne réponse, hein. Il faut faire appel à Elite. Merci. Bon. En effet, là, il est intéressant de faire appel à un organisme extérieur. Ça va rassurer les équipes aussi, ça va permettre de prendre de la hauteur sur les problématiques de l'entreprise, ça va rassurer les équipiers.
Donc ça, c'est un point important. D'ailleurs, je vais le mettre dans le pourquoi. Donc on est encore sur rassurer, prise de hauteur, hop, au niveau des équipes. Et donc réaliser des journées de formation par roulement, comme dit Anne-Sophie, des petits groupes où on va favoriser les interactions entre les personnes par de la formation très collaborative, hein, où on va commencer justement à rentrer dans cette phase d'intelligence collective où on va demander aux gens d'être réellement acteurs de leur formation. Très bien. Alors, tout à l'heure, Dorian nous disait définir l'endroit où se fait l'action, donc on est sur le point 5. Alors, comment est-ce qu'on va choisir cet endroit? C'est un point clé. Proche du terrain, au top. Là où se passe l'action, hein. Au milieu de l'équipe. Eh oui, hein, on est bien sur un lieu d'échange, de partage dans son environnement, un lieu de passage pour tous. Ok, ok, c'est exactement ça. Alors, pourquoi à votre avis, hein, il faut que ça soit sur le plancher, comme disent nos amis québécois? Parce qu'on voit aussi, hein, des salles de réunion dans lesquelles il y a des indicateurs qui sont loin de l'atelier. On en voit souvent. Pour s'ancrer dans le réel. Merci Philippe. Et pour que l'info soit disponible aux personnes, ouais, qu'on n'ait pas besoin de faire 5 minutes de marche pour avoir l'information. Hop, et également parce que nous allons travailler avec les équipes sur des problématiques qu'elles vont rencontrer au jour le jour. Et le meilleur moyen pour résoudre des problématiques, eh ben, c'est d'aller sur le terrain, d'aller sur le plancher. Donc si on se trouve à 20 minutes de l'endroit où se passe l'action, eh bien, on va être moins réactif. Ah bah tiens, Anne-Sophie me disait justement l'intérêt que ce soit réactif, exactement. Faciliter l'accès. Quand on va avoir un problème qui va apparaître, eh ben, hop, on se prend par la main, on va devant la bécane, on échange sur le problème, on retourne à notre point d'échange, on fait notre résolution de problème, on alimente notre plan d'action, et le lendemain, on voit les résultats en maille très très courte, en maille de réactivité assez courte. Donc c'est exactement pour ça qu'il faut que ce soit sur le terrain, hein. Alors, et dans les outils, il y a Sophie qui nous disait avec des outils visuels, tout à fait. Il ne faut pas que ce soit des pages de texte à non plus finir, parce que rapidement, on va perdre les participants. Ok, on commence à être pas mal là dans la démarche. On a donné du sens, on a défini les règles, c'est-à-dire qu'on a les normes, on a nos facilitateurs qui vont être nos capitaines, ils ont été formés ainsi que l'équipe, et on a une zone dans laquelle on va pouvoir échanger et faire travailler l'équipe. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour assurer cette pérennité de démarche? Merci Dorian. Définir les rituels, super. Hop, définir les rituels. Donc c'est bien, on a en effet une zone, on a des acteurs avec des rôles et responsabilités qui sont définis. Maintenant, comment est-ce qu'on les met en musique, tous ces acteurs? Surtout que dans l'équipe, on peut avoir des fonctions support, on peut avoir le comptable qui vient dans l'équipe de production, le médecin du travail, etc. Donc il faut en effet qu'on définisse nos rituels. Réunion de transmission courte, voilà, tout à fait, hein, c'est les points 5, les points 15, etc. Je vais le rajouter ici, hop, super. Comment est-ce qu'on définit ces rituels? Si vous l'avez déjà fait, comment est-ce que vous procédez pour définir les rituels avec l'équipe?
c'est écrit dans le chat. Alors, se poser avec les contraintes de chacun. Exactement. On va prendre en compte les contraintes de chacun pour s'assurer que les gens pourront venir avec la tête complètement libérée des problématiques et qui seront focus sur le rituel. Merci Dorian, définir le lieu, la fréquence, la durée, qui fait quoi les participants, super. Donc c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est très bien résumé, merci beaucoup. Donc comme je vous le disais, le pourquoi, c'est vraiment pour donner du rythme. On est encore une fois sur une notion de maille à boucle très rapide, très courte, si on veut que ça fonctionne, avec une réponse qui redescend très rapidement au terrain, et permettre aussi aux gens qui ont des idées face à un problème à l'instant T de pouvoir agir tout de suite sur ce problème-là pour qu'on voit rapidement les effets. Et pourquoi? Parce que, comme dit Anne-Sophie, s'il y a l'accord de chacun, ils seront disponibles pour venir. Ok, super. Et ben c'est pas mal ça, hein. On est bien sur les différentes étapes. Ok. Et surtout, le dernier point, je vais avancer un peu parce qu'il est déjà 11h55, on a un peu de retard. C'est toujours bien penser à féliciter ces équipes qui auront démarré dans cette notion de travail en collectif, avec l'intelligence collective. Donc pensez à bien faire des célébrations avec les équipes pour montrer que leur engagement est vu, même si on n'obtient pas toujours du premier coup les résultats. Il faut vraiment penser à prendre du temps sur cette notion de félicitation, de célébration du travail qui a été réalisé pour continuer à avoir cette notion d'inertie dans l'organisation pour que les gens aient de plus en plus envie d'avancer sur cette démarche d'intelligence collective. Ok, merci beaucoup pour la qualité de cet échange qu'on vient d'avoir ensemble. Alors, on approche de la fin du web atelier. Donc on va résumer rapidement ce qu'on a vu ensemble. L'intelligence collective existe depuis la nuit des temps. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas nouveau. C'est ce qui a permis à l'homme moderne de s'adapter au changement pour faire face à son environnement. Ok. Donc pour faire face à notre environnement changeant, les entreprises ont besoin de plus en plus d'agilité. Le temps du marché où la demande était supérieure à l'offre et où les clients étaient prêts à attendre 1 an pour avoir une voiture parfaitement identique à celle du voisin est révolu. Vous vous souvenez de la phrase de Henry Ford qui disait « Le client a le choix de la couleur du moment que c'est du noir ». Aujourd'hui, c'est complètement impensable. La personnalité à outrance est la norme. Donc, l'entreprise doit être pensée de manière systémique. Quand je dis systémique, c'est qu'elle doit être pensée comme un système à part entière où chacun a sa part de responsabilité dans le fonctionnement. Où on peut comparer cela à un être vivant où chacun participe à la bonne santé de celui-ci. Les actions des uns auront forcément des conséquences sur les autres. Il est donc impératif de faire confiance aux équipes pour raccourcir les boucles de réaction. Sinon, ça risque de produire, c'est de travailler sur un grand changement imaginé par la direction, de tout normer, de tout cadrer, de tout verrouiller. Et 6 mois plus tard, l'environnement a changé et le système s'écroule. Donc, cette notion d'agilité, de boucle courte de réactivité est vraiment clé dans cette notion d'organisation apprenante. Et les équipes doivent aujourd'hui être capables de réaliser leur fonction principale, donc qu'elle soit la fonction de produire, de vendre, d'acheter, de communiquer, mais tout en continuant de s'améliorer de manière transverse, continue, chaque jour. C'est-à-dire je produis, je m'améliore, je produis, je m'améliore, grâce à ces boucles courtes, à ces lieux d'échange, à l'intelligence collective de l'organisation que vous aurez mis en place. Et ça vous permettra bien sûr de rester performant, quelles que soient les évolutions de l'environnement. On a mené ce type de chantier chez un de nos clients l'année dernière, une entreprise qui était très mal, au bord de la faillite. J'ai été ravi d'apprendre par le directeur de la boîte que la crise du Covid était passée par là. Et malgré ça, ils avaient maintenu un niveau de performance qui était exceptionnel, même si leur chiffre d'affaires a baissé, leur marge était restée excellente,
parce qu'ils avaient justement tous ces points de regroupement des équipes, il y a la confiance, il y a l'intelligence collective qui est complètement en marche. Et aujourd'hui, ils ont passé la crise et là, ils ont redémarré largement mieux que leurs concurrents. Hein. Donc c'est réellement un avantage pour être performant. Et vous, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre entreprise? Je vous ouvre un petit sondage là, rapide, juste pour voir un petit peu le retour de chacun. Qu'est-ce que ça a allumé comme lumière, si ça en a allumé aujourd'hui avec nos échanges, avec les échanges qu'on a eus. Hop, allez, je vous diffuse les résultats en direct. Donc, ok. Merci Anne-Sophie pour ton vote. Ok, ok. Ça vote, ça vote. Ça change de vote, ça vote. Ok. Hélène, Marion, Christian. Alors, on voit qu'on a quand même rendre les informations disponibles. C'est un vrai pas en avant. Et ça, quand vous faites un tour dans une entreprise, vous voyez tout de suite comment est câblé le management, si vous avez des zones où les informations sont disponibles et où les équipes peuvent avoir directement l'information sans que ça passe par la chaîne hiérarchique qui va demander du temps et qui va limiter la réactivité. Ok, allez, je termine le sondage. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, oui, je me suis éclaté. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, nous avons terminé ce 5e web atelier offert par Elite. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, ça nous ferait vraiment plaisir, sur LinkedIn. Et nous allons reprendre aussi maintenant nos événements à l'Orgalab. Donc ce genre de rencontres, on les réalise en présentiel aussi dans notre lieu unique, notre lieu concept, que nous reprendrons après notre déménagement, parce qu'on va déménager pendant l'été, et on aura un super lieu là, à partir de septembre. J'espère sincèrement que nous pourrons nous rencontrer à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la page et événements. Et mettez-nous un petit commentaire sur LinkedIn, ça permettra de faire la promotion de Elite. Merci d'avance. Et enfin, j'ai quand même pris une petite phrase de Henry Ford, même si il est à l'origine du Fordisme. Il avait quand même une phrase qui était intéressante. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Faisons grandir nos équipes pour surmonter les crises. Donc à très bientôt à tout le monde. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et pour vous inscrire aux prochains événements de l'Orgalab, donc vous pouvez cliquer sur l'image et je vais également vous mettre les fichiers. Hop, le support de l'atelier que nous avons utilisé aujourd'hui, que vous pouvez télécharger, et le lien internet vers le post LinkedIn sur lequel ce serait top que vous puissiez réagir. Voilà. Hop, en tout cas, merci à tous, sincèrement. Merci pour m'avoir accompagné sur ces 5 web ateliers. N'hésitez pas à m'écrire, à nous contacter. Et j'espère à très bientôt dans notre nouveau Orgalab. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir, merci. Et un très bon week-end. Merci.